Quoi? Putain! Qu'est-ce qui se passe, putain? C'est déjà l'heure d'une nouvelle vidéo? Mais putain, on est en vacances, merde! Qu'est-ce qui mérite que je me lève à cette heure-ci? Oh putain, les annonces du Festival de Cannes! Vite, Anonymous! Prépare le trépied, je fais charger les batteries des cams! Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Vous qui souhaitez de l'animation, hein, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans l'Hebdo Ciné. Heureux de vous retrouver dans l'émission du vendredi pour vous parler des nouvelles actualités sur le monde du cinéma et pour parler d'un film que j'ai vu sorti cette semaine. Dans les Hebdo Ciné du vendredi, à la place des sorties de la semaine qui sont présentes dans les Hebdo Ciné du mardi, j'inclurai une partie trailer de la semaine à partir de la semaine prochaine. Mais pas cette semaine parce qu'on a beaucoup trop d'actu à débriefer. Bon, vous avez la raison dans le titre, mais je vais tout vous expliquer après le générique. La vache, encore ces stupides actualités. C'est du vol et du plagiat. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Pour les actualités du jour, j'ai voulu revenir sur les infos données lors de deux événements importants de la semaine dernière. La première, c'est la CinemaCon, une convention américaine organisée et destinée aux exploitants de salles, mais aussi à certains journalistes, pour que les studios puissent se vendre un peu à l'avance. Et deuxième événement, la semaine dernière, Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière à Lyon, et Iris Knobloch, la nouvelle présidente du Festival de Cannes après le départ de Pierre Lescure l'année dernière, ont fait l'annonce de la sélection officielle du 77e Festival de Cannes. On va donc revenir sur les films les plus importants du festival dans un mois. Mais commençons par les actus révélées à la CinemaCon. On a eu d'abord des infos sur Furiosa, une saga Mad Max de George Miller avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth prévu le 22 mai en salle. Les effets spéciaux du film ont été terminés il y a 2 semaines à l'heure où sort cette vidéo, donc espérons une meilleure qualité que dans les trailers. Le film se déroule sur 2 décennies, donc on va avoir Furiosa enfant, adolescente et début adulte, et George Miller a déclaré qu'il serait prêt à réaliser d'autres films Mad Max, et ça fait plaisir. Si vous attendez avec impatience le nouveau film de Bong Joon-ho, réalisateur de Parasite, vous savez que son prochain film sera avec Robert Pattinson, et ça fait 2 ans qu'on se coltine la même image pour parler du film, putain. Ça s'appellera Mickey 17, ça sortira le 29 janvier 2025, ça sort dans longtemps, mais on a eu quelques infos. Le film va suivre un homme qui bosse pour une entreprise qui le clone plusieurs fois pour plusieurs missions de suicide, mais le 17e clone arrive à survivre, C'est basé sur un roman de science-fiction appelé Mickey 7, mais il a changé le titre parce que Robert Pattinson en est à son 17e clone dans le film. Voilà, ils ont tué 10 fois plus de Robert Pattinson dans le film. Bande de sadiques. Bon, j'avoue, ce sera jamais pire que Gustave. Vous connaissez Phil Lord et Chris Miller, 21 et 22 Jump Street, La Grande Aventure Lego, Tempête de boulettes géantes et les films Spider-Verse? Eh bien, nous connaissons un de leurs prochains projets. Ça va s'appeler Project Hail Mary, ça sortira en 2026 et c'est adapté d'un roman où l'on suit un homme qui sera joué par Ryan Gosling, qui se réveille d'un coma atteint d'amnésie, mais qui se souvient avoir été envoyé à 12 années-lumière de la Terre pour sauver l'humanité. Pas plus d'infos, mais si on a Phil Lord et Chris Miller au sein d'un film se déroulant dans l'espace, moi je suis chaud bouillant. Toujours à la CinemaCon, on a appris que Guy Ritchie prépare encore un nouveau film, alors que son prochain qui s'appelle The Ministry of Ungentlemanly Warfare n'est toujours pas sorti. Ce nouveau film sortira en 2025 et va s'appeler In the Grey. On suivra un groupe de personnes qui opèrent au milieu de la criminalité et de la loi, avec au casting Henry Cavill, avec qui il a déjà collaboré pour Code Uncle, Jake Gyllenhaal, avec qui il a déjà collaboré pour The Covenant, Eiza Gonzalez, qu'on retrouvera d'abord dans The Ministry of Ungentlemanly Warfare, et Rosamund Pike. Phew. Et tiens, en parlant de Henry Cavill, il nous a annoncé avoir démarré son entraînement pour le film Highlander de Chad Stahelski, réalisateur des films John Wick, un film qui sortira normalement en 2026 et qui est un remake du film réalisé par Russell Mulcahy en 1986 avec Christopher Lambert et Sean Connery, où des êtres immortels se pourchassaient pour acquérir plus de pouvoir. On a enfin le synopsis pour le nouveau film d'horreur de Lee Whannell, à qui l'on doit le scénario des Insidious et il était à la réalisation de Invisible Man. Ça s'appellera The Wolfman et on suivra une famille coincée dans une maison au milieu de la forêt et qui va se retrouver attaquée par des loups-garous, sortie prévue le 15 janvier 2025. Alors là, les fans d'horreur et de cinéma de genre en général, vous allez être ravis. On a eu des infos sur le prochain film d'Alexandre Aja, réalisateur de Haute Tension, du remake de La Colline à des yeux, de Piranha 3D, de Crawl et de Oxygène sur Netflix. Quoi? Ah oui, vous aussi, vous avez oublié l'existence de ce film avec Mélanie Laurent. Bref, ce nouveau film va s'appeler Never Let Go, avec la fantastique Halle Berry dans le premier rôle, au cœur d'un scénario qui mêle huis clos, avenir post-apocalyptique et esprit maléfique. Oh que oui, j'ai très hâte, et ça sort fin septembre, donc dans pas longtemps, on attend le trailer. Quelques petites infos maintenant, Tim Burton a déclaré que Beetlejuice n'avait aucun CGI. Permets-moi d'en douter, Tim, hein. On se retrouve en septembre pour voir ça. Pharrell Williams va revenir bosser sur les chansons de Moi Moche et Méchant 4, ça fait trop plaisir, j'ai trop hâte.
Edgar Wright prépare un remake du film Running Man, un film avec Arnold Schwarzenegger sorti en 1988 et qui sera ici remplacé par Glenn Powell et c'est prévu pour 2025. La rappeuse américaine Ice Spice a été choisie pour le remake de Spike Lee de High and Low avec également Denzel Washington au casting. Mark Wahlberg, lui, jouera le rôle d'un tueur à gages chauve dans le nouveau film de Mel Gibson qui s'appellera Flight Risk où son personnage tente de réaliser une mission à bord d'un avion. Keanu Reeves va jouer le rôle d'un ange appelé Gabriel dans le film Good Fortune d'Aziz Ansari et ça va être un ange qui va perdre son emploi après avoir exaucé un vœu qui ne fonctionne pas. Et en parlant de Keanu Reeves, a été révélé que le film Ballerina, spin-off de la saga John Wick avec Ana de Armas dans le rôle principal, a été retardé en raison de l'ajout de décors importants pour le film qui va se situer entre John Wick 3 et John Wick 4, ce qui explique une autre info que nous avons eue. Keanu Reeves dans le rôle de John Wick devrait faire un petit caméo, et ça me rend très joyeux. Dave Bautista fera la voix du méchant dans le prochain film d'animation Avatar le dernier maître de l'air prévu pour le 15 octobre 2025 et qui s'appellera Aang the Last Airbender, et Eric Nam est celui qui a été choisi pour incarner la version adulte d'Aang. A été annoncé aussi que le rappeur Kendrick Lamar et les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, préparaient une comédie musicale qui sortira en salle le 4 juillet 2025. Un film qui suivrait un jeune homme noir en stage dans un musée d'histoire où il retracerait les arbres généalogiques d'anciens esclaves et qui découvrirait que les ancêtres de sa petite amie blanche ont été les esclavagistes de notre protagoniste noir. C'est vraiment l'humour South Park, ça va faire couler beaucoup d'encre. Quelques infos sur la comédie musicale Wicked. Apparemment le film n'a pas utilisé de fond vert. Non, attendez. Ils ont dit ne pas utiliser de fond vert, mais peut-être qu'ils ont utilisé des fonds bleus. A été révélé aussi qu'on entendra la voix de Michelle Yeoh puisqu'elle a une chanson à elle, et Peter Dinklage a révélé qu'il jouerait une chèvre. Ouais, une chèvre. Petite info horreur, le film Smile 2 sortira le 18 octobre 2024, donc dans quelques mois, et on a déjà un petit résumé. Le film va suivre une pop star et comment la malédiction se propage parmi ses fans, et franchement, l'idée est plutôt pas mal, à voir comment ça sera exploité. Warner Bros a annoncé développer un projet sur Yasuke, le premier samouraï noir. Il serait prévu pour 2026 et serait réalisé par Blitz Bassaole, à qui l'on doit le remake de La Couleur Pourpre sorti cette année. Parlons Monsterverse, le succès actuel en salle de Godzilla X Kong a conforté Warner Bros dans l'idée de développer d'autres séries spin-off sur le Monsterverse et qui sortiraient sur Apple TV+. Et d'ailleurs, ils ont d'ores et déjà renouvelé pour une saison 2 la série Monarch Legacy of Monsters. Youpi! Côté studio Paramount, un nouveau film Scary Movie est officiellement en préparation et devrait commencer son tournage cet automne. Pitié, faites revenir le casting d'origine, ils étaient incroyables et... allô? Oui. Ah bon? Oh merde. Mais qui êtes-vous? Alors on vient de prêter à mon attention que en fait ce sera un reboot. C'est triste, hein? Quelle utilité alors? Grosse annonce de folie, attention! Est officiellement en préparation un film live-action Tortue Ninja R-rated, ce qui correspond à une interdiction pour les moins de 16 ans chez nous, et qui sera une adaptation du comics The Last Ronin. Peut-être que le fait que ce soit en live-action ne soit pas très séduisant, mais c'est rated R, là c'est intéressant. Il y aura du sang, on va avoir du gore et de la grossièreté, j'ai envie de voir ça. Bon, ils l'ont teasé à la fin de Transformers Rise of the Beast, mais l'année dernière, mais bon, ça y est, hein, le Hasbro Universe est en marche, puisqu'un film crossover entre l'univers Transformers et l'univers G.I. Joe est en développement. Ah là là. Stop, on prend une petite pause parce que là il y a un gros morceau. Un nouveau film d'animation Schtroumpf est en préparation avec Rihanna dans le rôle de la Schtroumpfette et qui va composer les chansons du film. Attendu le 12 février 2025 dans les salles de cinéma, ce sera réalisé par Chris Miller. Alors pas le compère de Phil Lord et metteur en scène de la grande aventure Lego, non, le réalisateur de Shrek 3 et du Chapeauté 1. Ouais, ils ont le même nom, ça fait chier. Il y en a un c'est un génie et l'autre c'est Chris Miller. Devinez de quel Chris Miller je parle. Et a été révélé pendant la CinemaCon une grande partie du casting et accrochez-vous. Dan Levy, Sandra Oh, Billy Lourdes, Kurt Russell, James Gordon, Nick Offerman, John Goodman, Xolo Marie Denois, Natasha Lyon, Octavia Spencer et Anawa Dingham. C'est quoi ce casting doublage VO de folie? On a eu aussi des détails sur Gladiator 2 de Ridley Scott qui sortira le 20 novembre prochain. Le film se déroule environ 20 ans après le premier film. Paul Mescal y incarne un noble qui a renoncé à ses privilèges et s'inspire de Maximus. Pedro Pascal lui incarne un général romain contraint de devenir gladiateur après avoir voulu arrêter d'envoyer des hommes à la guerre. Et tandis que Denzel
Denzel Washington est un opérateur de l'ombre qui manipule un peu tout, une sorte de Littlefinger quoi, et bien Joseph Quinn est l'empereur Caracalla. On sait aussi que le film aura des combats contre des singes mangeurs d'hommes, un rhinocéros et des requins, et il y a une scène du film où on verra Paul Mescal et Pedro Pascal s'affronter dans une arène. Ok, ça annonce du très lourd, on n'a toujours pas le premier trailer, mais la hype commence à augmenter. On va rendre un peu visite à Disney? Allez, let's go! Le nouveau film live-action préquel au remake du Roi Lion de 2019 qui se concentre sur la jeunesse de Mufasa va être réalisé par Barry Jenkins, réalisateur du film oscarisé Moonlight. Bon, ça on le sait, ça sort le 18 décembre, mais il a déclaré que le film contiendrait de nouvelles chansons mais qu'il ne peut pas dire qui les a composées. Non sérieux les gars, c'est bon, révélez-le. Oui, c'est bon, vous avez eu Elton John pour les chansons, c'est ça, hein? Bon bah c'est en live action, mais on va essayer de suivre ça d'un peu loin. Chez Marvel, la théorie s'installe, et oui, parce que le titre officiel pour l'heure du film Thunderbolts se termine en réalité par un astérisque. Et Kevin Feige a déclaré que c'était intentionnel, que la raison de la présence de l'astérisque ne serait révélée qu'à la sortie du film. Bon, sur internet ça commence déjà ces petites théories, j'ai lu l'article d'écran large qui parlerait des Dark Avengers. On attend de voir, mais c'est pas un astérisque qui va me hyper plus que ça. Par contre, on a eu les deux premières images de Captain America Brave New World avec Anthony Mackie et Harrison Ford qui remplacent Feu William Hurt dans le rôle de Thaddeus Ross devenu président. Pas grand chose à dire dessus, désolé, juste je vois difficilement Thaddeus Ross là, je vois Indiana Jones dans un costume de politique. Phew, c'était long, mais on est vraiment pas à bout parce que là c'est maintenant l'heure des annonces du festival de Cannes, la 77e édition qui se tiendra du 14 au 25 mai sur la Croisette. Un bel entre-soi entre acteurs, journalistes et étudiants cinéphiles en costume qui ont réussi à avoir leur accréditation et qui vont se croiser sous les sunlights de la plage de Cannes pour se dorer la pilule grâce aux lumières des projecteurs dans les salles de cinéma. Nous avons donc eu la sélection officielle et je voulais revenir sur un bon nombre de films qui ont l'air très intéressants. On va mettre un petit marque-page et faire grossir notre watchlist. D'ailleurs, avant qu'on commence, 3 choses. La première, j'ai mon voisin qui est en train de faire des travaux là-haut, donc désolé si vous entendez des trucs. Deuxième chose, pour la première fois de Cannes, la Palme d'Or d'honneur va être un prix collectif puisqu'elle sera remise au fameux studio japonais Ghibli. Donc on va voir Miyazaki et d'autres gens du studio monter sur scène pour récupérer la Palme d'honneur. Ça va être les émotions pour un paquet de gens. Et troisième chose, munissez-vous d'une feuille et d'un stylo pour vous noter les films qui vous intéresseraient et que vous aimeriez voir plus tard dans l'année. Ou sinon, ouvrez votre compte Letterboxd sur un nouvel onglet parce qu'il y a beaucoup de trucs, vous allez voir. Et vu que j'adore faire péter les statistiques du watch time, on va d'abord parler des petites catégories avant de parler des gros films en compétition. Oh, c'est bon, calmez-vous, je vais pas tout vous citer non plus. Seulement les films que je retiens, si vous voulez voir tous les films qui sont sélectionnés, vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti, let's go. Un seul film m'intéresse dans la catégorie séance spéciale. Il s'agit du nouveau film de Daniel Auteuil qui s'appelle Le Fil et qui est l'adaptation de l'une des nouvelles d'un recueil écrit par un avocat à la cour pénale et qui est joué ici par Daniel Auteuil. Et le film va raconter l'histoire de cet avocat qui va devoir défendre un père de famille joué par Grégory Gadebois, accusé d'avoir tué sa femme. Très sympa l'ambiance de ta vidéo, Alexis. Le premier film que tu nous conseilles à Cannes, ça parle de féminicide. Sortie prévue le 25 septembre. Direction la catégorie Cannes première, avec tout d'abord Everybody Loves Touda, le nouveau film de Nabil Ayouch, qui avait réalisé Haut et Fort en 2021, et c'est la première fois qu'un film marocain est présenté dans cette catégorie. Un film sur une chanteuse marocaine qui se produit dans les bars de sa petite ville de province, mais qui décide de partir pour Casablanca quand elle se rend compte que, chez elle, elle est tout le temps sous le regard des hommes qui en plus la maltraitent et l'humilient parce qu'elle chante sans pudeur ni censure des textes de résistance, d'amour et d'émancipation transmis depuis des générations. Et j'ai pas encore de date de sortie française à vous donner. On a aussi rendez-vous avec Pol Pot, se déroulant au Cambodge en 1978 et où 3 journalistes français veulent interviewer le chef du régime des Khmers rouges Pol Pot avant l'invasion du Vietnam pour y mettre fin parce que c'était pas vraiment une très belle période, hein. C'était plutôt un épisode bien sanglant dans l'histoire du pays. Sortie prévue dans les salles françaises le 5 juin. Le prochain film des frères Larieux, le roman de Jim, est aussi de la partie. Ils avaient réalisé la comédie musicale Tralala il y a quelques temps, j'avais pas entendu de très bons retours dessus. Et ici c'est la libre adaptation d'un roman, une fresque romanesque sur 25 ans avec au casting Bastien Bouillon, Sarah Forestier et Sarah Giraudot. Et ce trio me fait dire pourquoi pas. Et pas encore de date de sortie française par contre. Ensuite Miséricorde, comédie dramatique avec Félix Kissil et Catherine Fro dans lequel Jérémy, un trentenaire, se retrouve mêlé à une enquête policière qui implique des disparitions dans un village au cœur du Massif Central et pas encore de date de sortie française. Il y a aussi En fanfare d'Emmanuel Courcol qui avait réalisé Un triomphe avec Anne Merad. Et ici on va suivre Benjamin Laverne dans le rôle d'un chef d'orchestre atteint de leucémie et qui se met en quête d'un donneur compatible pour une greffe de moelle osseuse. Il va donc demander de l'aide à son frère aîné joué par Pierre Lotin et qui joue dans une fanfare comme tromboniste et encore une fois pas de date de sortie française. Et dernier film de la catégorie, C'est pas moi de Léos Carax, réalisateur de Holly Motors et de Annette et qui revient pour un film étrange, présenté comme une sorte de rétrospective de sa filmographie, une sorte d'autoportrait de 40 minutes, c'est un moyen métrage, et où il retrouve plusieurs de ses personnages et interroge plusieurs moments de sa vie. C'est notamment le retour de Monsieur Merde, joué par
par Denis Lavant dans Holly Motors, et même Léos Carax sera acteur de son propre film et devrait incarner un acolyte de Monsieur Merde d'après les photos de tournage, voilà. Et toujours pas de date de sortie de prévue. Direction les séances de minuit, aucune date de sortie prévue pour les 4 films. On a tout d'abord Les Femmes au balcon, une comédie fantastique réalisée par Noémie Merlan, avec 3 femmes dans un appartement à Marseille en pleine canicule et qui fantasment sur leurs mystérieux voisins. Et elles vont être mêlées à quelque chose de terrifiant, rien que de voir Noémie Merlan à l'affiche, déjà ça me hype un peu. Il y aura aussi The Surfer, film australien par le réalisateur de Vivarium avec Jesse Eisenberg, c'était sympa sans plus. Et ici on va suivre Nicolas Cage qui veut faire du surf sur une plage, mais les surfeurs locaux, ils sont pas vraiment très sympas avec lui parce que c'est leur territoire, hein, ils ont pissé sur la plage, tu vois. Et le film, c'est Nicolas Cage qui décide de rester sur la plage pour leur déclarer la guerre. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Et puis on a 2 films d'action asiatiques bien bourrins. Tout d'abord Twilight of the Warriors Wild In, qui est un film d'arts martiaux par le scénariste des films Ip Man et par le réalisateur du film Limbo, qui est sorti l'année dernière et dont j'ai entendu beaucoup de bien. Et il y a Hyde Executioner, qui est un film sur une enquête policière avec un flic un peu bourrin qui essaye de faire coffrer un sale gros riche. On passe rapidement par la catégorie Un certain regard, il y a 2 films qui m'intéressent, et ces 2 films, non seulement ce sont des premiers films, mais aussi c'est par des réalisatrices françaises. Le premier c'est 20 dieux, et je vais vous lire le résumé parce que c'est ce qui m'intéresse clairement. Toton, 18 ans, passe le plus clair de son temps à boire des bières et écumer les balles du Jura avec sa bande de potes. Mais la réalité le rattrape, il doit s'occuper de sa petite sœur de 7 ans et trouver un moyen de gagner sa vie. Il se met alors en tête de fabriquer le meilleur comté de la région, celui avec lequel il remporterait la médaille d'or du concours agricole et 30 000 €. Non mais sérieux, vous me proposez un film sur le fromage? Bien sûr que j'adore, c'est tellement français. Et par contre, pas de date de sortie encore prévue. Et le deuxième film, c'est Le procès du chien, le premier film de l'actrice Laetitia Dodge, où elle incarne le rôle principal, celui d'une jeune avocate spécialisée dans la défense des animaux qui est prête à tout pour sauver son client de la peine capitale. Et son client, c'est un chien récidiviste. Récidiviste de quoi, je ne sais pas, mais ça me rappelle énormément le film Les Chèvres de Fred Cavaillé qui est sorti un peu plus tôt cette année. Une comédie où une chèvre est accusée d'un crime et Danny Boone doit la disculper face au réquisitoire de Jérôme Commandeur. Alors, oui, mais... sauf que là c'est un chien et on est encore tous matrixés par Messi, le chien d'Anatomie d'une chute. Et au casting, en plus de Laetitia Dodge, on aura François Damiens, Anne Dorval, Pierre Deladonchamp, Anouk Grimbert, Bolly Lanners et Jean-Pascal Zadi. Gros casting pour un premier film, dis donc, hein. On n'a pas tous cette chance. Et le film a une date de sortie, waouh, le mercredi 11 septembre, le même jour que la suite de Beetlejuice. Bon courage. Allez, c'est parti pour les films en hors compétition et on commence avec le film qui fera l'ouverture du festival, le nouveau Quentin Dupieux qui s'appelle Le Deuxième Acte. Petit rappel, Quentin Dupieux ces 2 dernières années c'est Incroyable mais vrai, Fumer fait tousser, Yannick, et nous avons eu Dali qui est sorti en février. Et vu que le film est présenté en ouverture de Cannes, il sortira le même jour dans les salles de cinéma françaises. Il y aura la soirée d'avant-première, le mardi 14 mai dans certains cinémas avec le tapis rouge en direct de Cannes, et puis le film sortira partout à partir du mercredi 15 mai. Un film où Léa Seydoux est follement amoureuse de Louis Garrel et veut le présenter à son père Vincent Lindon. Mais Louis Garrel, il est pas attiré par Léa Seydoux, donc il va essayer de s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Raphaël Quenard. Et ces 4 personnages-là vont se retrouver tous ensemble dans un restaurant perdu au milieu de nulle part. Ça donne trop envie, ça peut donner lieu à d'incroyables situations comiques. Il y aura aussi bien sûr Furiosa, une saga Mad Max réalisée par George Miller avec Chris Hemsworth et Anya Taylor-Joy qui jouera le personnage campé par Charlize Theron dans ce préquel à Fury Road. On en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo, même si ça m'attire pas de ouf, ça va être une grosse sortie du mois prévue le 22 mai en salle. Un gros western maintenant avec Horizon, An American Saga chapitre 1. Alors si vous savez pas, c'est une grosse épopée western en 4 chapitres dont Kevin Costner est le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal. Il a porté ce projet pendant 30 ans, il est même allé jusqu'à perdre sa maison pour financer le film, et l'histoire va s'étendre sur une période de 15 ans avant et après la guerre de sécession. Alors cow-boy, indigène, expansion vers l'ouest, tout ça. Les 2 premiers chapitres sont tournés et les 2 autres attendent la réception du public. En tout cas, les premières images donnent très envie, pas de date de sortie française pour le chapitre 1 pour l'instant, il sortira fin juin aux US. Et petite envie de voir le film Rumeur, une comédie noire canadienne avec Alicia Vikander, Kate Blanchett, Charles Dance et Denis Ménochet, dont on a eu les 2 premières images. Un film avec les 7 dirigeants des 7 pays qui composent le G7 qui se réunissent mais se perdent dans les bois et ils doivent rédiger une déclaration sur une crise mondiale. Pas encore de date de sortie française, mais le producteur du film n'est nul autre que Ari Aster, le réalisateur de Hérédité, Midsommar, Boys Afraid, et il a qualifié le film de idiot, hilarant et merveilleux. La watchlist s'agrandit. Enfin, la dernière grosse catégorie, les films en compétition, c'est parti. The Apprentice d'Ali Abazi qui avait déjà été présent à Cannes en 2022 pour son film Les Nuits de Mashhad. Et là, il revient avec un film se déroulant durant les premières années de la carrière de Donald Trump et qui va se concentrer sur sa relation avec l'avocat Roy Cohn. On avait déjà parlé de la première image du film. Donald Trump est joué par le soldat de l'hiver Sebastian Stan, Roy Cohn par Jeremy Strong, Ivana Trump par Maria Bakalova et Fred Trump par Martin Donovan. Motel Destino par le réalisateur du film Le Jeu de la Reine avec Alicia
Alicia Vikander et Jude Law qui est sorti tout récemment. Ici c'est un thriller érotique se déroulant dans un motel brésilien et va se développer une romance entre un jeune homme qui se bat contre un système qui veut sa mort et une femme qui résiste aux attaques du patriarcat contre sa vie. Bird d'Andrea Arnold avec au casting Barry Keoghan qui se la joue gangster dans un squat où il élève ses deux gosses, une fille, Bailey, et son frère Hunter. Mais arrivé à l'âge de la puberté, Bailey a besoin de chercher de l'attention et de l'aventure ailleurs. Elle croise alors sur son chemin Franz Rogowski que vous avez peut-être vu dans Disco Boy ou dans Passage récemment. Un autre film que j'attends beaucoup, Emilia Pérez, le nouveau long métrage de Jacques Audiard, connu récemment pour Un prophète, De rouiller d'os, Les Olympiades, De battre mon cœur s'est arrêté. La carrière du bonhomme est trop grande en fait. Et c'est une comédie musicale dans le milieu des cartels mexicains avec au casting Selena Gomez et Zoé Saldana. Sorti dans les salles de cinéma françaises prévu le 28 août, j'ai vraiment trop hâte. Ça racontera l'histoire de Rita qui use de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet qui préfère blanchir des criminels plutôt que de servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle, aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et à réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années, devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être. On poursuit avec Anora, nouveau film de Sean Baker que vous avez peut-être vu à Cannes les années précédentes. Il avait présenté The Florida Project et Red Rocket. Ici on va suivre le parcours d'une travailleuse du sexe entre New York et Las Vegas et elle sera interprétée par Mikey Madison que vous avez peut-être vu dans Scream 5 et Once Upon a Time in Hollywood. Nous le savions déjà depuis longtemps mais Megalopolis, le nouveau gros film de Francis Ford Coppola, fait partie de la compétition. L'histoire d'un architecte joué par Adam Driver qui tente de créer une utopie à New York. Mais voilà, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Le gars c'est le réalisateur de la trilogie du Parrain, de Apocalypse Now et de Dracula. Et au casting, il y a pas que Adam Driver, il y a aussi Aubrey Plaza, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, Forest Whitaker, Lawrence Fishburne, John Voight et Jason Schwartzman. Mais voilà, mais c'est bon, donnez-lui la palme. Par contre, on n'a toujours pas de date de sortie, il va falloir nous en sortir une très vite, là. Attendez, restez encore, on n'a pas fini du tout. Il y a Les Linceuls, le nouveau film de David Cronenberg, mené par Vincent Cassel, Diane Kruger et Guy Pearce. 2 ans après qu'il ait présenté Les Crimes du futur à Cannes, mais bon, je rappelle que le gars c'est aussi La Mouche, Crash, Vidéodrome. Ça sortira le 25 septembre et ça racontera l'histoire d'un homme d'affaires de 50 piges, inconsolable depuis le décès de son épouse et qui décide d'inventer une technologie qui permet aux vivants de se connecter avec les morts. Mais une nuit, plusieurs tombes dont celle de sa femme sont vandalisées et Vincent Cassel, notre homme d'affaires de 50 piges, là, il se met en quête des coupables. Il y a aussi The Substance, qui est le nouveau film de Coralie Farja avec Margaret Qualley, Dennis Quaid et Demi Moore. Bon, ça c'est pas une image du film, hein, c'est celle de son précédent film sorti en 2017 qui s'appelait Revenge. Et The Substance est décrit comme une vision explosive et féministe de l'horreur corporelle. C'est très mystérieux, on n'a pas plus d'infos, mais ça a l'air gore. Voilà, ça a l'air très gore, ça donne envie. Et après, t'as un film un peu chelou, j'ai pas compris le concept. Ça s'appelle Marcelo Mio, c'est le nouveau film de Christophe Honoré, il avait réalisé Le Lycéen en 2022, et c'est vraiment un film d'entre-soi du cinéma, parce que tu vas avoir Chiara Mastroianni, fille de l'acteur italien Marcello Mastroianni et de Catherine Deneuve, et qui dans ce film va jouer, enfin elle va s'habiller et parler comme son père. Et au casting, bah t'as l'entourage de la famille. T'as Catherine Deneuve, bah qui joue elle-même quoi, elle joue la mère de Chiara. T'as aussi Benjamin Biolay, Melville Poupeau, Fabrice Lucchini. J'arrive pas du tout à savoir pour quel public ce film est fait. Pour les vieux peut-être oui, hein, qui se rappelleront de l'acteur Marcello Mastroianni à travers le jeu de sa fille. Mais non, je vois pas du tout quel est le public cible. Là je cite le film parce que c'est un des gros films français de la compétition, mais j'irai pas le voir, en tout cas ça m'intéresse absolument pas. Il est là, à vous de voir si ça vous intéresse. La fille actrice qui va jouer son père acteur connu. Oh là là. On n'avait pas déjà critiqué la méthode de l'acteur studio dans May December, là, de Todd Haynes? Non, sérieux, c'était trop subtil. Bon alors, est-ce que vous êtes toujours là, mes fanzous de Poor Things? Parce que comme du pieux, on va avoir un deuxième film de Yorgos Lanthimos en 2024. Ça s'appelle Kinds of Kindness. L'affiche est magnifique. Les 2 trailers qui sont sortis sont énigmatiques et j'adore ça. Et puis encore une fois, le casting est fou, hein. Emma Stone, Jesse Plemons, Hunter Schafer, Margaret Qualley, Willem Dafoe, Hong Cho, Joe Alwyn et Mahmoud Ouati. Ça sort le 26 juin en salle et j'ai trop hâte. Allez, on a bientôt fini, courage! Et on continue avec un film qui va être totalement mastoc. Alors, laissez-moi vous présenter L'Amour Ouf, réalisé par Gilles Lelouch, qui avait déjà réalisé Le Grand Bain en 2018. C'est une comédie musicale romantique de 3 heures se déroulant dans les années 80 dans le nord de la France. Et avec au casting François Civil, Adèle Exarchopoulos, Benoît Poelvoorde, Alain Chabat, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Mallory Vanek, Karim Leclou, Raphaël Quenard et Anthony Bajon. Une bonne partie du cinéma français qu'on aime aujourd'hui est réunie dans ce film. C'est une de mes plus grosses attentes de l'année
année entière et ça sort le 16 octobre. Je vais m'en mordre les doigts si les critiques sont négatives à Cannes. On aura aussi le nouveau film de Paul Schrader qui s'appelle Au Canada. Paul Schrader, réalisateur de The Card Counter et Master Gardener dernièrement, mais accessoirement, c'est aussi le scénariste d'un petit film appelé Taxi Driver. Ça va raconter l'histoire d'un documentariste canadien joué par Jacob Elordi qui va devenir de plus en plus famous, mais un jour il apprend à être condamné par la maladie et il décide d'accorder une ultime interview à l'un de ses anciens élèves pour dire enfin toute la vérité sur ce qu'a été sa vie. Au casting, on retrouvera aussi Richard Gere et Uma Thurman, je suis plutôt intrigué. Allez, il nous en reste deux. Après Leto, La fièvre de Petrov et La femme de Tchaïkovski, le réalisateur Kirill Serebrennikov revient pour son nouveau film Limonov The Ballad, inspiré du roman à succès d'Emmanuel Carrère et avec Ben Whishaw dans le premier rôle. Tout à la fois militant, révolutionnaire, dandy, voyou, majordome ou sans-abri, il fut un poète enragé et belliqueux, un agitateur politique et le romancier de sa propre grandeur. La vie d'Edouard Limonov, comme une traînée de soufre, est un voyage à travers les rues agitées de Moscou et les gratte-ciel de New York, des ruelles de Paris au cœur des geôles de Sibérie pendant la seconde moitié du XXe siècle. J'avoue que ça m'attire grandement, surtout pour les décors et les costumes. Ça a l'air d'être sacrément sympa, il y a de quoi faire pas mal de politique un peu rentre dedans, et il y a Sandrine Bonner au casting. Voilà, peut-être qu'il va la rencontrer dans son séjour à Paris. Et enfin, le dernier film dont je voulais vous parler, bon c'est pas le dernier film, il y en a d'autres bien sûr dans la compétition, mais j'ai zappé certains parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long, et je voulais vous parler des gros trucs du festival. Le dernier long métrage c'est Parthénope, le nouveau film de Paolo Sorrentino qui avait réalisé La main de Dieu pour Netflix et qui avait obtenu l'Oscar du meilleur film étranger en 2014 pour La Grande Bellezza. Et du coup ce film sera un drame fantastique se déroulant à Naples et sur une femme éprise de liberté et d'amour, et il y aura Gary Oldman au casting, voilà, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on a fini, il y a beaucoup trop de choses et ça a duré un temps monstre, on doit certainement être à 30 minutes de vidéo là, on va essayer de faire très rapide pour la critique. Et oui, c'est tout pour aujourd'hui niveau actu, mais ne vous inquiétez pas, on revient mardi pour vous tenir au courant des plus belles news sur le 7ème art. Il y a pas mal d'actu qui sont sortis début de semaine, mais vous l'avez vu, je n'ai pas la place d'en parler dans cette vidéo, donc on fera un gros bilan, toutes les actualités d'une semaine entière, mardi. Terminons maintenant, et vite, avec la partie critique. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Qu'est-ce que tu connais à l'art? Mais un grand artiste peut surgir n'importe où. C'est parti pour critiquer un film sorti cette semaine, et pour cette vidéo j'ai décidé de vous parler de la grosse sortie de mercredi, Civil War. Que Dieu bénisse l'Amérique. Une équipe de journalistes voyage à travers les États-Unis au cœur d'une guerre civile qui s'intensifie rapidement et engloutit le pays tout entier, luttant pour survivre dans un pays dont le gouvernement est devenu une dictature dystopique et où les milices extrémistes commettent régulièrement des actes politiques et de violence. Civil War, c'est le nouveau film d'Alex Garland que je trouve être un très bon réalisateur. Je n'ai pas vu Ex Machina, mais j'ai plutôt adoré Annihilation en 2018 et j'avais bien aimé Men en 2022, même si c'était un peu trop subtil dans son message et un peu plus soporifique. Ce qui m'avait surtout impacté dans ces deux films, c'est le travail de la mise en scène d'abord, mais surtout la qualité de la photographie. On la doit à Rob Hardy et qui revient comme directeur photographie sur Civil War et la qualité se ressent à nouveau. Il y a de très beaux plans, une belle gestion de la lumière, des focales et des effets de mise au point pour transcrire les différentes émotions des personnages. Le film est dispo dans certaines salles IMAX et franchement, vu le cadre utilisé pour certaines scènes, je pense que l'effet marche vraiment très bien. On a à la fois de la caméra épaule pour suivre l'action au plus près des personnages, mais on a aussi des plans d'ensemble assez surprenants qui montrent la démesure des moyens utilisés pour cette guerre. Civil War, c'est un film d'anticipation où la mise en scène est au service de ces personnages qui sont des journalistes et photographes de guerre, ce qui permet d'ancrer le film dans une certaine réalité, alors que ça se passe dans un futur dystopique. En fait, tout est présent dès la scène d'intro. Une bagarre éclate entre CRS et manifestants, les journalistes tournent autour pour photographier la scène sans aider les gens qui se font matraquer la gueule parce que ils ne participent pas, ils sont spectateurs et témoins de cette chronique de guerre civile. Et puis t'as quelqu'un qui court vers le groupe et qui se fait exploser, et la scène se termine sur le sol jonché de cadavres, toujours très réaliste, c'est plutôt gore, et t'as Kirsten Dunst qui s'avance et qui photographie les corps. Donc voilà un sentiment de réel avec une violence assez frontale et une caméra qui, malgré que le film porte des scènes d'action, de suspense ou même de purs films de guerre, reste calme parce qu'elle dépeint le fait que, pour ces journalistes, c'est avant tout leur quotidien. Après, ce ne sont pas non plus des personnages froids, exempts de toute émotion bien sûr, certains personnages sont plus impactés que d'autres, et le film raconte cela aussi, c'est pas seulement un film anti-guerre qui montre la violence de ce conflit d'une manière crue, il y a aussi une réflexion sur la volonté de courir après la photo parfaite dans un journalisme de terrain. D'une certaine manière, ça me fait penser un peu à Nope de Jordan Peele sur cette idée de chercher à tout prix l'image parfaite. Allez, on finit par parler du casting. Kirsten Dunst est super en journaliste un peu traumatisée par la guerre et qui ne montre plus aucune émotion. Elle tire exactement la même gueule que dans Mélancolia de Lars von Trier. Kaylee Spenny est merveilleuse, elle vole la vedette sur certaines scènes, on a beaucoup d'empathie pour elle et je pense que sa carrière d'actrice est vraiment sur de très bons rails. Le vieux de la bande joué par Stephen McKinley Anderson est sympa avec son petit ton sarcastique et vieux sage. En vrai tout le monde retiendra Kirsten Dunst et Kaylee Spenny, mais je trouve que Wagner Moura dans le rôle de Joel est vraiment bluffant aussi. Il apporte une grosse dose d'émotion avant le dernier acte, surtout après
après la scène avec Jesse Plemons qui est la meilleure du film, hein, parce qu'on sent une tension palpable. Et dire qu'à la base, il ne devait pas être dans le film et il a finalement remplacé l'acteur de base quelques jours avant le tournage. Jesse, il faut que tu remercies ta femme qui joue le premier rôle du film. En conclusion, il faut que je mate Ex Machina parce que pour l'instant, Civil War, c'est mon film préféré d'Alex Garland. Dommage qu'il ait annoncé se retirer de la réalisation de films pour un moment, alors il va pas non plus s'évaporer, hein. Il sera co-réalisateur du film Warfare avec Ray Mendoza. Il sera au scénario de la nouvelle trilogie se déroulant dans l'univers 28 jours plus tard, vous savez, hein, 28 Years Later, on en avait parlé, avec sa première partie réalisée par Danny Boyle et sa seconde par Nia DaCosta. Mais pour en revenir à Civil War, je vous le conseille fortement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu même si elle était très longue. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. On se donne rendez-vous mardi pour parler cinéma encore pendant 30 minutes. C'est une fin de tournage, coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.